l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud Clergue et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Alors pour la dernière de l'année, je vous propose de revenir sur la décennie qui s'achève, une décennie historique pour l'ASM qui a vu le club auvergnat disputer 8 finales et remporter 3 titres, j'espère ne pas dire de bêtises. Allez, on commence tout de suite. Messieurs, pour vous, quel est le plus beau titre remporté par l'ASM? On se rappelle, 2 titres de champion de France, un titre en challenge européen. Christophe, à toi les honneurs. Le challenge européen, on va dire Christophe peut-être. La facilité voudrait qu'on dise le premier, bien sûr, en 2010. Voilà, en 2010 le premier. Ben non, je vais dire que c'est celui de 2017 qui est pour moi le plus beau parce qu'il fait basculer l'ASM dans une autre dimension. L'ASM échappe à ce cercle un peu fermé des clubs à un titre, les one shot. Et là, si je vous annonce la liste, vous allez pleurer. Vienne, Quillan, La Voulte, Carmaux, Montauban, Mont-de-Marsan. Clermont était dans cette caste-là, c'est-à-dire d'un titre tombé du ciel. On dirait des villes d'Interville. C'est ça. J'aime bien La Voulte. Donc pour moi, 2017 est le plus beau parce qu'il valide plein de choses. Il valide le travail de fond de ce club. Et puis, je vous dis, il fait passer ce club dans une autre caste. Bon, on est encore loin des clubs multititrés. Oui, comme le Stade Toulousain. Toulouse, Paris, Agen. Agen. Il y avait quand même la caste des Perpignan. équipes qui avaient atteint un final et qui n'avaient jamais gagné. Oui, non, mais là, on avait déjà franchi un aussi, cap. Oui. Ouais. Mais donc c'est pour ça que pour moi, le plus beau, ça restera 2017. Arnaud. Je sais pas pour Fred, mais pour moi, c'est quand même celui de 2010. Le titre, c'est le premier. C'est le premier, c'est l'émotion. Enfin, c'est la libération de tout un peu de tout le peuple jaune et bleu, la libération d'un club. C'est beaucoup d'émotions. Je me rappelle du dimanche quand les joueurs sont revenus présenter le bouclier sur la place de Jode, c'était phénoménal. On n'avait pas vu ça depuis la libération. Non, ça reste pour moi le titre de 2010. Tes arguments sont super recevables, hein, ça c'est évident. Mais l'émotion est incomparable. L'émotion d'une première fois est incomparable. Je vais faire le condensé moi de mes deux petits camarades. Je pense que sportivement, effectivement, peut-être que le titre de 2017 a plus de valeur. Et il venait après une nouvelle défaite en finale de la Coupe d'Europe quelques semaines après. Donc ce titre de 2017 a beaucoup de valeur, mais 2010, quoi. 2010, malheureusement, on fera jamais mieux. C'était le premier. La toute première fois, comme chantait Jeanne Masse. C'est ça. Vas-y, il paraît que tu as un petit filet de voix sympatoche. Non, donc 2010 quand même. Ok, alors messieurs, lors de cette décennie 2010-2019, donc, quel est selon vous maintenant le plus beau match disputé par l'ASM ? Il y en a eu beaucoup pour moi, mais bon, c'est très subjectif. Hein. Je vais en retenir un. C'est un quart de finale de H-Cup au Michelin contre Northampton en avril 2015. Il est pas mal. Un 37-5. Les Saints. Je crois qu'il y a eu notamment, il n'y a pas eu photo sur tout le match, mais la première mi-temps a été quand même un truc de grandiose. Il y avait un pack de fer à l'époque, une attaque de feu derrière. Il y avait Ben Danon qui était magique. Incroyable. Pour moi, c'est tout à fait subjectif. Hein. Il y a eu d'autres matchs certainement encore plus accomplis, probablement, mais c'est pas cette année-là qu'a Ben Danon est joueur de l'année ? Si, tout à fait. C'est ça. Il est joueur européen de l'année. Donc voilà, je mettrai une petite pièce sur ce match-là dans mon rayon des souvenirs. Arnaud ? Alors, c'est pas un match enjeu abouti comme celui dont tu as parlé, mais je vais encore parler d'émotion, encore parler de scénario. T'es un grand sentimental, Arnaud. Le romantique. Voilà. Rugby romantique. C'était sa première fois aussi. Non, c'est 2010, c'est la demi-finale à Saint-Etienne contre Toulon, un match absolument incroyable. Le fameux drop de fou, un drop de 50 mètres, qui a une trajectoire assez folle, l'essai de Malzieu, le retour de Canalé en catastrophe dans les dernières minutes. Ah non, c'était un scénario incroyable et encore des émotions folles. Et
C'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour ça qu'on aime le rugby. Fred, un troisième choix? C'était le même match. Ah, c'était le même match, C'était d'accord. le même match en l'occurrence, mais je suis assez d'accord avec Arnaud. Il résume tout ce qu'on aime dans un match de rugby et dans le sport en général. Là, ce match était complètement dingue. Là. Une ambiance exceptionnelle à Geoffroy Guichard, ce drop de Brock James, là, les fils qui se touchent, Irréel. totalement irréel. Ouais, ce retour de Canalé. Enfin, je veux dire, on a tous des souvenirs de ce match qui est complètement fou, puis qui est voilà le marchepied vers cette finale et ce titre. Ce premier titre Le drop de décroché. Canalé, il est d'autant plus James. de James, il est d'autant plus symbolique qu'il vient, je crois, un mois et demi après un quart de finale perdu à Leinster. Oui, à Dublin, il avait tout raté. où là, je crois qu'il y a entre 18 et 21 points de laisser au pied, notamment 2 drops, je crois. Donc là, c'est c'était d'ailleurs le la match revanche qui fait la bascule, parce qu'après il bute plus. C'est Morgan Parra qui qui bute, ouais, tout à fait. prend le but. Mais alors moi j'avais noté, parce que je pensais que mes petits camarades allaient justement utiliser retenir ce match-là. J'avais aussi noté 2 autres matchs qui me semblent un révélateur de l'ASM sur cette décennie. J'avais noté le ASM Saracens en 2015 à Geoffroy Guichard, surtout pour l'ambiance. Vraiment à Geoffroy Guichard. C'était le chaudron vert repeint en jaune ce jour-là. Voilà, c'était un vrai combat en plus face à une équipe. C'était un petit score, hein. Il n'y a eu qu'un essai, je crois, un truc style 13-9. Un match fermé, mais un match d'homme. Un très très gros match dans l'intensité. Ouais, l'ambiance était. Ça a longtemps été d'ailleurs la dernière défaite des Saracens en Coupe d'Europe, puisqu'ils font, ça doit être 3 titres sur les 4 saisons qui suivent, les Saracens. Donc vraiment un match énorme. Et l'autre match? Et puis un petit bonus, la victoire, première victoire française au Munster. Était quand même, oui, j'ai hésité aussi moi, mais était quand même pas mal aussi. Ouais. Voilà. Ok, allez, on passe maintenant à l'essai de la décennie, le plus bel essai, celui qui vous a fait dresser les poils. Christophe. Là c'est pareil, il y en a eu tellement. Oui, mais bon, j'en ai retenu un. Choix, quoi. C'était au tout début de la décennie, c'était en octobre 2010. C'est un essai signé Vincent Debatty. Ah, j'ai le même. Contre le Stade français. C'était la victoire était acquise par l'ASM, il fallait chercher le bonus offensif. Ils l'ont été le chercher à la 80e. C'est un match, c'est une action à 19 passes, 14 joueurs sur 15 qui touchent le ballon. Et au bout, le Belge qui s'écroule dans l'embut, un truc de dingue, quoi. C'était l'ASM Globetrotter, là. C'était c'était un peu la folie, là. C'était des offloads de partout, des relances. Enfin, c'était parti en plus de leur ligne d'embut. Donc je retiendrai cet essai. T'as un essai de remplacement, Fred? Ouais, j'en ai un autre. Arnaud? Je vais rester sur cette demi-finale à Saint-Etienne, ASM Toulon. Alors, c'est pas un super essai dans sa construction, mais c'est l'essai de Malzieu en prolongation. Il y a un ballon récupéré après un ruck. Le ballon arrive à Malzieu, il tape un grand coup de tatane. Le ballon sort pas. De ses 22. Et un sprint de 80 mètres. Il bat Lovo Balavou à la course. Il arrive à aplatir juste avant la ligne de ballon mort. Oui, et là, ça donne un avantage de 35-22. On se dit que l'ASM est qualifié. Normalement, c'est plié. Ouais, c'est plié, une ambiance de fou. Je me rappelle le COP Nord. Je ne sais plus si c'est le COP Sud ou le COP Nord, mais il était jaune et bleu, mais c'était une ambiance de dingue. Enfin, ouais, cet essai m'a particulièrement marqué. T'as encore les yeux qui brillent. Encore les yeux qui brillent. Qui pique de froid parce qu'il faisait très froid. C'est vrai. Fred? Alors moi, c'est pas un essai à 35 passes, c'est quasiment, dans mes souvenirs, peut-être même un essai à 1 passe. Donc voire à 0, ça peut arriver. Je trouve quand même, quand même 1 passe pour le coup, mais je le trouve assez symbolique. C'est pareil de cette décennie, c'est l'essai marqué par Rougerie. Je l'ai noté en 2017 contre Bayonne. Alors l'adversaire, l'essai en lui-même, on s'en souvient pas, mais c'est surtout cette passe de Damien Penaud. Damien Penaud est sur le point d'aplatir et en fait offre cet essai à Rougerie, et c'est cette image, c'est ce pour le ce passage de témoin entre le joueur historique, la légende, et puis peut-être la légende qui est en train de s'écrire aujourd'hui et dans le futur à l'ASM. Moi j'ai pris l'essai le plus collectif peut-être de la décennie, mais j'ai hésité aussi avec peut-être l'essai le plus individualiste, c'est l'essai de Raka contre Brive il y a 2-3 ans, où il doit battre quelque chose comme 7 ou 8 défenseurs à lui tout seul. Pas mal. Voilà, celui-là aussi, on peut le revoir sur YouTube. Difficile de l'arrêter. Messieurs, on va se grouiller un petit peu. Selon vous, maintenant, quel est le plus beau ratage de la décennie? En gros, la défaite qui laisse Salut Franck. Qui laisse le plus de regrets. Bravo. Bon, là c'est pareil, c'est comme le plus beau titre. Mes camarades ont certainement pris l'option de cette fameuse finale de Coupe d'Europe de 2013. Donc
Moi, j'ai pris un contre-pied. Je vais dire la finale du championnat en 2015 contre le Stade Français. Une défaite 12-6. Une des finales les plus médiocres qui m'ait été donné de voir de l'ASM. C'est une finale qui est vilaine parce que c'est le retour des vieux démons, des pénalités ratées, d'une équipe qui mentalement n'est pas au niveau de joueurs à côté de leur pompe, pas à leur vrai niveau non plus. Donc, alors que c'était une finale, je n'allais pas dire inratable parce que ça n'existe pas. Mais un adversaire qui était cuit. Un adversaire qui était cuit, rôti complet, qui avait tout donné sur cette fin de saison, qui était heureux. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le plus beau ratage. Arnaud ? Salut Franck. Ouais. Le plus beau ratage donc. C'est cette finale à Dublin. Comment ne pas l'évoquer ? Cette finale de Coupe d'Europe perdue contre Toulon à Dublin, avec cet essai d'Hermitage sur un ballon perdu suite à un ruck. Il y a un tweetos, là on en parlait l'autre jour, qui avait indiqué sur Twitter sa plus belle émotion sportive et sa plus grosse déception sportive. Il a indiqué la plus belle émotion sportive, c'est les 63 premières minutes de cette rencontre, et sa plus grosse déception, c'est les 17 autres. Olivier Bernasson. Ouais, Olivier, voilà. Fred ? Qu'est-ce que j'ai noté ? Malheureusement, il y en avait quelques-unes, des ratages. Dublin 2013, c'était pas mal. Rennes 2016 aussi, la demi-finale, c'était frustrant. Mais quand même, alors, cette élimination en Champions Cup en 2016, avec cette égalité à 4, vous vous souvenez, contre l'UBB à domicile, et Parra qui ne tente pas cette pénalité offerte, qui offrait la qualification dans le temps additionnel. Personne n'avait prévenu les joueurs de la possibilité d'être qualifiés avec ce simple bonus défensif qu'ils auraient décroché avec cette pénalité dans les arrêts de jeu. Donc ça, c'est quand même pas mal en termes de... C'est un ratage, mais qui donnait qu'accès qu'aux phases finales. Après, qu'est-ce qu'ils auraient... C'était pas une année où... C'était quand même une qualification. C'était une qualification, ouais. Allez, on laisse tomber les ratages, messieurs. Maintenant, je vous propose de nous dire qui est pour vous le joueur de l'ASM de la décennie. Il n'y a pas de débat pour moi. Franchement, non, mais alors vas-y Fred, vas-y. Non mais j'espère, on ne s'est pas concerté, donc je ne sais pas, mais pour moi, il ne doit pas y avoir de débat. Morgan Parra pour moi. Morgan Parra. Moi, c'est un petit coup de cœur personnel, Nalaga. Nalaga. Pourquoi Nalaga ? Après, ses premiers coups, ses premiers exploits, traverser le terrain, ça font partie de la décennie précédente, dans fin d'année 2010. Mais c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Dès qu'il prenait la balle, il se passait quelque chose. C'est un mec qui a marqué l'histoire du club. Combien d'essais a-t-il inscrit ? Incontestablement, oui. C'est le troisième meilleur marqueur d'essais de l'histoire de l'ASM derrière Saint-André et Rougerie. Ouais. Donc, moi, c'est un joueur que j'adorais. Et c'est un mec pour qui tu prends des places au stade pour pouvoir jouer. L'essai du titre en 2010. L'essai du titre en 2010. Oui, enfin bon, l'essai du titre, oui. Il est moins. Il y a moins d'exploits personnels que celui de Raka en 2017. Excusez-moi, messieurs. Là, il vient jouer troisième ligne. Il profite de ses 110 bars et des vérins qui lui servent de bras pour aller inscrire un essai. Allez, donc, messieurs, on va laisser Nalaga pour Parra, donc. Parra, tout est dit. Il est arrivé en 2009, c'est l'homme de la décennie. C'est sa première saison, premier titre. C'est d'ailleurs le seul joueur qui a été titulaire sur les 2 finales gagnées. Et 10 ans après, il est toujours là, il est toujours le patron. Voilà, pour moi, il va rester décisif à chaque fois. Je veux dire, oui, c'est ça. En 2010, il est tout à fait. Il est un des joueurs clés. En 2017, il a réussi le contest. Il a juste fait mentir une stat, c'est la finale du challenge européen. C'est un match qu'il n'a pas fini, on s'en souvient, sur blessure. Et l'ASM a gagné. Parce que quand il sortait en cours de finale, en cours de match, l'ASM perdait. Les 2 finales où il a été au bout des 80 minutes, 2010-2017, l'ASM a gagné le Brennus. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Pareil, incontestable, mais j'avais envie de porter une petite touche d'originalité. Tu as le droit. Vous êtes bien conscient qu'il y en a qui vont hurler en vous entendant. Probablement, c'est le but. C'est le but. À cause du grand blond, oui. Oui. Non, alors tu as raison de le préciser. Rougerie, évidemment, mais Rougerie, il a presque autant marqué, sinon plus, la décennie précédente. Il ne faut jamais oublier qu'il a attaqué, lui, au siècle dernier, en 99. Et qu'il a difficile pour l'ASM. Rougerie, pour moi, il est peut-être plus l'homme de la décennie 99-2009, la décennie précédente, les années 2000. Je te remercie de ne pas demander quel est le joueur du 21e siècle, parce que là, on serait peut-être plus ennuyé.
Allez, maintenant je vais vous demander un choix un peu cornélien, messieurs. Je vais vous demander l'entraîneur de la décennie. Alors il y a deux choix. Hein. Il y a deux choix, il n'y a pas beaucoup Vern Cotter ou Franck Azema. Vern Azema, selon vous. Vern Azema, bien sûr. Son côté suisse, ça. Hein. Moi j'hésite Normand. avec Franck Cotter. Non, pour moi c'est Franck Azema dans la mesure où il a déjà un titre de plus sur la décennie, hein, précisons bien. Oui, oui. Oui, pour moi c'est Franck. Donc, on va rappeler le titre de challenge européen en plus du titre de champion Alors de France de que Vern 2017. Cotter a gagné aussi un challenge européen, mais c'était la décennie précédente. Donc oui, c'est Franck Azema, parce que dans la mesure où il a quand même inscrit ce club dans une régularité au haut niveau, avec un nombre de finales impressionnant. Donc oui, c'est... Ouais, je pense même qu'il a poussé un peu plus loin le curseur de la performance. Quoi. Ouais. S'installer dans le baquet de Vern Cotter juste derrière lui, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de management, quoi. Je veux dire, comme moi je repense à Cotter qui avait des qualités, qui a amené, évidemment, on ne va pas répéter tout ce qu'il a amené dans ce club en termes de rigueur, d'exigence et tout ce qu'on veut, de discipline. Mais il avait quand même des tendances, moi que j'estime pas très bonnes en termes de management sur la reconduction systématique d'équipe et tout. Ça lui a joué des tours, à mon avis. Et Franck Azema est un peu sorti de ce cadre-là. Après, il n'a pas hésité à prendre des décisions très fortes. On se souvient de 2017, là, de sortir les jeunes. Sont plus beaucoup, voilà, j'allais dire. Notamment, sont plus beaucoup quand même, c'est l'attaque des demi-finales du championnat. Après la finale perdue contre les Saracens en Coupe d'Europe, il nous sort le carré d'as, Ituria, Raka, Cancorier et Penaud. Oui, donc, 4 jeunes qui étaient loin d'être des titulaires, voire des joueurs. Après, on peut arguer, comme tu disais, que Vern Cotter a jeté les bases d'un professionnalisme un peu plus poussé au sein du club de l'ASM. Mais c'est plus sur la décennie précédente, Voilà. justement. Oui, Tout oui, à fait. c'est ça. Ouais. Cotter est plus associé à Rougerie, alors que voilà. Voilà. C'est un peu le même débat que pour Rougerie et entre Rougerie et Para. Allez messieurs, une dernière petite question. Selon vous, quelle est lors de cette décennie qui s'achève la plus grosse erreur de casting commise par l'ASM? Alors là, j'entends peut-être un joueur dont on attendait pas mal de choses et qui finalement n'a pas fait grand-chose. Oui, alors moi j'ai pris aussi là le contre-pied. Alors je vais peut-être laisser parler Arnaud en premier parce que là, pour le coup... Zach Guilford. Voilà. Ouais. C'est un mec qu'on attendait beaucoup, hein. Un ailier international All Black. Il est arrivé avec un certain statut, mais il est arrivé aussi avec une belle valise de problèmes psychologiques et personnels. L'ASM a jamais vraiment réussi à le remettre sur pied. Personne. Personne. Il y a Nevers après. Bon, bref, tu es souvent à l'infirmerie, mais sur le divan de l'infirmerie. Non, beaucoup de problèmes psychologiques. L'aventure a tourné court, hein, ça n'a même pas duré un an. Voilà, un petit gâchis quand même. Fred? J'en avais deux, mais alors je sais pas, t'en as peut-être un des deux. Moi, c'est soit John Smith quand même, parce que. John Smith, cher ami, c'était 2007. Hein. C'est pas la même. C'est vrai, mais oui, on n'est plus dans la décennie. Le temps passe, c'est incroyable. Le temps passe, c'est incroyable. Bon, Ouais, parce qu'il est Jonathan Davis. Qui n'a pas Le fait que des mauvaises choses. Le Gallois, à c'est ça, exactement. le joueur gallois. Loin s'en faut. C'est un peu dur, erreur de casting là. Mais compte tenu de. Par rapport à ce qu'on attendait et du CV. Il y avait un salaire conséquent. C'est un joueur mais extraordinaire. C'est un des meilleurs centres du monde. C'est incontestable. Ce qu'il a montré, et malheureusement, c'est vrai que notamment, c'est sa première ou sa deuxième saison où il se blesse. Fin de la première. Voilà, il rate les phases finales. On est un peu resté sur notre fin par rapport à lui, alors qu'il avait le potentiel pour être un des chouchous du Michelin. Qu'il n'ait pas donné tout ce qu'il avait dans les jambes, ça c'est une certitude. Dire que c'était une erreur de casting, c'est un tout petit peu dur, je trouve. Bon, Christophe, tu as un nom? Alors moi, mon erreur de casting, c'est pas une erreur de casting par rapport à ce qu'on attendait du joueur qu'on a été chercher. C'est peut-être le manque de perspicacité, de vision du staff. D'un joueur qui est arrivé en 2010 comme joker médical d'un certain Willy Wippener au talonnage, qui s'appelait Augustin Krivy, qui avait 25 ans, qui était pas sans logis et sans rien, mais presque. Sans référence, en tout cas. Et je vais vous dire, l'anecdote, c'est que justement, il a joué 3 minutes avec l'ASM. Il a fait 3 feuilles de match et il a joué 3 minutes, les 3 dernières du fameux match dont je parlais avec l'essai de Bati contre le Stade français. C'est moins qu'Engelbrecht cette saison, quasiment. Ah, mais l'ASM a fait mieux dans la décennie précédente, avec un certain Nelio Dessac qui n'a joué, je crois, que quelque chose comme 1 minute.
Et c'est aussi un joker. Donc là, ouais, mon erreur de casting, c'est pas une erreur de casting, mais c'est voilà. Pourtant, il avait 25 ans, le garçon. Hein. Aujourd'hui, il en a 34. Il est devenu le capitaine emblématique des Pumas. Il a fait une super carrière. Et voilà, donc l'erreur pour moi de l'ASM, c'est de ne pas avoir vu dans ce garçon tout le potentiel. Le talonneur qui aurait fait du bien à travers les années. Je me permets juste de relever, tu ne nous l'avais pas demandé, mais la trouvaille quand même de la décennie, à mon sens, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais c'est quand même Fritz Lee. Qui est pareil, un joueur qui est arrivé en toute discrétion. Que personne ne connaissait. En tant que joker médical, et puis qui est sans doute. Qui a pris une dimension incroyable. C'est l'antithèse de Krivy, quoi. Voilà, un joker médical qu'on a gardé 3 matchs et qu'on a renvoyé chez lui, alors que. Voilà. Vous faites bien de le souligner. Allez, messieurs, on ferme la page. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. On garde la tradition. Mais tout de suite, vos tops et vos flops. Alors, messieurs, s'il vous plaît, rapidement. Christophe, ton top? Mon top, c'est Sébastien Bézi, qui a été l'homme de la première mi-temps hier soir entre Toulouse et Toulon, qui a montré tout son potentiel. À ce propos, j'ai vu un tweet signé Tonton René, qui n'est autre que le compte Twitter officiel de l'ancien président du Stade Toulousain, René Bouscatel, qui a dit re-signer un contrat, hashtag Stade Toulousain, à Sébastien Bézi. Je pense que ça n'a pas fini de provoquer de l'émotion, voire de la crispation du côté du Stade Toulousain quand son arrivée à Clermont va se faire effectivement. On va rappeler qu'il a signé en Auvergne. Ton top Mon top, c'est l'interview de Fabien Galtier dans les colonnes de notre confrère Midi Olympique. C'est un discours que j'ai bien aimé, notamment quand il parle de la vie de groupe. On avait le sentiment ces dernières années que les joueurs qui partaient en équipe de France n'avaient pas plus envie que ça d'y aller, et essayer de remettre un peu de conviction. Je pense que ça sera pas plus mal. Voilà, c'est un discours qui m'a plu, tout simplement. Et je suis peut-être un bon temps de optimiste. Un bon temps de communication. J'ai envie d'y croire. Fred, ton top? Mon top, une fois n'est pas coutume, c'est la LNR, figurez-vous. Et cette super opération du week-end pendant les Boxing Days, nous en reparlerons, avec l'association les Petits Frères des Pauvres. Et le fait que des personnes âgées isolées sont rentrées avec les équipes sur chaque terrain de top 14, 105 personnes âgées, si j'ai bien lu. Je trouvais que c'était une super idée. Le message est bien passé, puis quand on voyait l'émotion de ces gens sur des visages radieux au moment de l'entrée sur le stade, et notamment ici au Michelin, c'était vraiment une super idée. Donc bravo la LNR. Vous avez les yeux qui brillent comme Arnaud. C'est vrai. Christophe, ton flop? On parle de visage radieux, j'en ai vu un, c'est Cocotte à sa sortie sur son carton jaune aussi. Content de lui? Très content de lui, très content de lui, bien sûr. Non, mon flop, c'est évidemment Timani qui est tombé dans le panneau complet, le piège. Alors, ce qui est d'autant plus navrant, c'est que d'après les commentaires et de Franck Azema et des joueurs qui sont passés hier en zone mixte après le match, c'est qu'ils en ont parlé à la mi-temps, en disant ça peut arriver. Il est connu. Ça peut arriver, comme l'a nommé Franck Azema, on connaît l'animal, donc il savait qu'il allait rentrer, qu'il allait provoquer. Il l'avait déjà fait il y a 3 ans ici. Voilà. Et mon flop, c'est Timani, qui n'a pas pourtant de l'expérience, qui n'est pas un perdreau de l'année, et qui s'est laissé embrouiller, qui a laissé parler ses nerfs, et voilà quoi. Arnaud, ton flop? Alors, le podcast se serait appelé Ici Castres. Le podcast. Ah, bravo. Je l'aurais mis en top, mais mon flop, c'est pour prendre un peu la balle au rebond de Christophe, c'est Rory Cocotte, parce qu'il est pénible, il est chiant. J'ai pas envie de dire d'autres mots. Les supporters montferrandais l'auraient dans leur équipe, ils l'adoreraient. Ah, c'est sûr. Il est en face, mais oui. c'est impénible. Dans tous les sports, il faut des garces. Là, je suis d'accord avec toi, Fred. Oui. Le tout, comme dit Christophe, c'est de ne pas répondre. Il est rentré pour ça. C'est d'être. Lui, il en a mangé des cerveaux. Le rugby, c'est aussi du vice. Mais bien sûr. Moi, j'adore. Mais bien sûr. Depuis 2 minutes, le gars était sur le terrain. Très fort. Et heureusement qu'il n'y a pas que des joueurs qui font des. J'ai le souvenir d'une rentrée à la mi-temps au Stade de France, c'était contre Montpellier, où il y a Juan Pinard qui a la tête baissée, qui rentre au vestiaire. Et lui, il court derrière, mais il vient lui parler à l'oreille. Tu sens qu'il lui a mangé le cerveau complet. Il est très fort pour ça.
Fred, ton flop, s'il te Mon plaît. flop, c'est la LNR. Il fallait que j'équilibre en fait. Donc un top LNR, un flop LNR. C'est ma marotte. Tous les ans, je la fais, mais je n'en peux plus de cette appellation Boxing Days en plus. Oui, surtout que le Boxing Day, voilà, c'est un jour. Expliquons. Ouais. Je le fais tous les ans. Oui, vas-y, tu peux. J'aime bien. Donc le Boxing Day, c'est un jour férié, le 26 décembre. T'es sûr que tu te trompes pas de flop là? T'es sûr que c'est la LNR qui est à la base de ce? Alors, c'est j'ai bien compris, c'est la LNR et le diffuseur, et Canal, effectivement, voilà. en concertation. Et ce, d'autant qu'en plus, on a vu que c'est une vraie réussite festive, c'est instauré, ça s'est bien sacralisé aujourd'hui dans le championnat de France. On a vu que les affluences. Au niveau de l'affluence, ça a l'air de fonctionner. Ouais. C'est pas l'instauration de ces journées-là, c'est l'appellation. Déjà, pourquoi aller chercher une appellation anglophone pour un truc comme ça? Et Boxing oui, mais Day, ça ne attends, veut le rien top dire, 14 veut s'internationaliser. On pourrait ouvrir un concours à une appellation originale. Exactement, on va chercher. Ok, ça marche. Bon, on est déjà hyper à la bourre. On va terminer avec le quiz, messieurs. On va commencer avec le jeu du parcours. Alors, je vais vous citer des noms de clubs. Ça correspond à un joueur, à vous de le trouver. Si je vous dis Clermont, Narbonne, Castres, Bayonne et Stade Français. Oula, oui, ça me parle. Alors, voilà, le quiz, c'est en rapport avec Castres, hein, on va dire. Donc, le dernier adversaire de l'ASM. Donc, Clermont, Narbonne, Castres, Bayonne et Stade Français. Il est né le 13 novembre 84 à Clermont-Ferrand. Il joue au poste d'ailier. Il a été sacré champion de France en 2013 avec le CO, donc le Castres Olympique. Il joue à Issoire maintenant. Martial. Romain Martial, c'est effectivement ce joueur qu'il fallait trouver. Oui, mais bon, c'était les clubs top 14. Le 10 mai 2014, Castres s'impose sur la pelouse du Michelin 22-16 et met un terme à une série incroyable de l'ASM avec 77 victoires consécutives à domicile. Alors au sein de l'équipe castraise alignée ce jour-là figuraient 2 futurs assémistes. Lamera et 2 futurs assémistes. Oui, 2 futurs assémistes. Lamera et un joueur qui était sur le terrain hier. Castres. Il a le même prénom. Rémi Grosso. Voilà. Lamera Grosso. Ouais. Allez, réponse collective. Le 27 octobre 2018, l'ASM est sans pitié avec le Castres Olympique de Christophe Furios. L'ASM s'impose 41-6. Il inscrit 5 essais. Lors de cette rencontre, Rémi Lamera, qui venait d'être sélectionné en équipe de France, est blessé à la tempe. Alors, dans quelles circonstances ? Vous vous souvenez ? Un coup de genou de Rado. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, exact. Coup de genou de... Le fourbe. On le salue. Allez, non, c'était involontaire. Oui, non, bien sûr, on s'en souvient. Mais oui, il avait quitté le terrain sur la civière. Là, c'était pour le coup un vrai KO de chez KO. C'est clair. Pour terminer, on va s'intéresser aux joueurs qui ont porté les couleurs des clubs de Castres et de Clermont. Donc, alors, parmi les plus connus, j'en ai recensé, moi, 28. Alors, combien vous pouvez m'en citer? Alors, sachant que déjà dans le quiz, on en a cité déjà quelques-uns. Ouais. Donc, vous en avez au moins, je pense, on peut commencer au moins à 3 ou 4. Oui. Facilement. Allez, Fred, mettez la barre. Donc Fred, allez, 4. Arnaud, est-ce que tu dis 5 ? 5. Allez, 5. Christophe. Allez, 6 ou 7. 6 ou 7. 7. Alors, Fred. Tu continues ou... tu prends des risques. En cherchant bien. Tu laisses aussi Arnaud. Allez, Christophe, 7 noms. Parmi ceux que j'ai, alors il y en a sûrement d'autres. J'aurais pu aller à 10, mais bon. Allez, Daniel Kodzé. Oui, c'est Daniel Kodzé, je l'ai. David Atoub. Oui, David Atoub, oui, je l'ai. Christophe Sanson. Il est en face en plus. Christophe Sanson, ça fait 3. Loïc Jacquet. Loïc Jacquet, ça fait 4. Camille Gérondeau. Celui-là, je ne l'ai pas, mais ok. Ah. Donc ça fait, on en est à 5, ouais. c'est ça 5. Rado Saljevic. Rado Saljevic. Thomas Combezou. Thomas Combezou, ça fait 7. Allez, va jusqu'à 10. Si je te dis Simon. Maurice Simon, je l'ai dans ma liste. Voilà. Je l'ai champion dans ma liste. de France en 55, 54. Donc ça là, fait 8. Combien 8 ouais, bon, bah, toi, 8. Gerhardt. T'as Gerhardt Voslo. Ouais. Speeding. Oui. Donc, sinon, il y avait. Alors on n'en a pas oublié là. Grosso Lamera. Mais t'as cité les Desma tout à l'heure dans le quiz. Oui, les Desma. Les Desma, Barrier, Kaiser, Kaiser, Galasso, Sadourny, Garcia, Bory. Sivatou, David Bory. Nado. Alors j'ai un Philippe Homs. Ah oui, Philippe Homs, tout à fait. C'est les années 80. Ça remonte, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, messieurs. Thierry Lacrampe, ouais. Tout à fait.
Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ce dernier podcast de l'année 2019. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup messieurs et à l'année prochaine. À bientôt, au revoir. Salut, à l'année prochaine.